c'est carrément devenu un des classiques du manga shonen. Je parle ici du personnage qui n'est dépourvu de capacités que tout le monde possède naturellement. Et donc son parcours sera de réussir à se transcender, pour réussir à s'accomplir malgré ses handicaps. Généralement, ce que je viens de décrire ici correspond plus au personnage principal, au héros, et je peux vous citer quelques exemples comme Izuku Midoriya de My Hero Academia, qui naît sans super pouvoir dans un monde où plus de 80% de la population en a, et dont l'objectif est de devenir super-héros. On peut aussi citer Asta de Black Clover, qui est né sans magie dans un monde où tout le monde en a même si c'est en infime quantité, et qui veut devenir l'empereur mage. Je pourrais en citer plein mais ce n'est pas le sujet du jour. Le personnage auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui, correspond à cette description, sauf peut-être que ce n'est pas le personnage principal, et que vous l'aurez aussi remarqué avec la miniature et le titre, c'est une femme. Salut à vous mes petits exorcistes en herbe, et ravi de vous retrouver une fois de plus. On se retrouve donc pour parler de Maki Zenin. Pourquoi elle ? Et bien même si avec la nouvelle génération, c'est devenu courant de voir des personnages féminins puissants bien écrits, il faut avouer que cela n'a pas toujours été le cas, et je pense que vous avez tous des exemples en tête. Donc quand j'en vois, des personnages féminins puissantes, charismatiques et bien écrits, ça me donne envie d'en parler. Alors si vous appréciez cette vidéo, je vous conseille de vous abonner et lâcher un gros pouce bleu et éventuellement partager la chaîne à vos amis. Car je vous prépare une série de 3 autres vidéos dans la même vibe que celle-ci, centrées respectivement sur Nobara Kugisaki, Yuki Tsukumo et Mei Mei qui ensemble forment ce que je pourrais appeler le quatuor féminin de Jujutsu Kaisen en termes de puissance. C'est parti pour découvrir la vraie puissance de Maki, la ratée du clan Zenin. Née au sein du clan Zenin et fille de Hoji Zenin, Maki est au même titre que son cousin Toji, ce que l'on appelle un raté dans le monde de l'exorcisme. Depuis tout à l'heure j'utilise le terme raté, alors laissez-moi m'expliquer. Dans l'univers de Jujutsu Kaisen, ou du moins au Japon, tous les êtres humains produisent de l'énergie occulte. Une énergie qui naît des émotions négatives humaines. Et c'est donc cette énergie que les exorcistes qui eux ont maîtrisé leur énergie, utilisent pour combattre les fléaux. Les 2 seules personnes à être dépourvues complètement d'énergie occulte sont Toji et Maki. Autre chose aussi à savoir, est que le monde de l'exorcisme est assez structuré. Alors même s'il y a certains exorcistes qui ne suivent pas ce schéma, il faut savoir que la majorité des exorcistes actuels proviennent de clans, qui se sont spécialisés dans cette discipline. Et la création de certains de ces clans remonte à plus de 1000 ans. Dans toute cette petite organisation, 3 clans majeurs se sont différenciés des autres et sont devenus les régents du monde de l'exorcisme. Il s'agit bien évidemment des clans Gojo, Kamo et Zenin. Je crois que vous commencez par voir où je veux en venir. Mais pour être plus explicite, un clan central du monde de l'exorcisme ne conçoit pas qu'un membre soit faible et plus que tout qu'il soit dépourvu d'énergie occulte et par ricochet de techniques occultes qui sont au centre de tout. Le cas de Maki est encore plus grave comparé à celui de Toji. Son autre tare est le fait qu'elle soit une jumelle, ce qui est considéré comme étant de mauvais augure dans le monde de l'exorcisme. Tout ceci étant, Maki a toujours été stigmatisée au sein du clan et quand elle s'est décidée à devenir exorciste pour prouver sa valeur, le clan Zenin a cherché à étouffer ses efforts à chaque étape, allant jusqu'à empêcher sa promotion d'exorciste, malgré son talent évident. Maintenant que j'ai parlé de ce qu'elle n'avait pas, parlons de ses atouts car malgré son manque d'énergie occulte, elle compense avec ses capacités physiques ainsi qu'une maîtrise d'un large assortiment d'armes différentes. Elle est d'ailleurs 2e des étudiants de l'école d'exorcisme de Tokyo, après Yuji, en termes de prouesse physique. Elle a réussi à assommer Aoi Todo, un élève notoirement fort, en le frappant au visage avec une balle de baseball. Maki a aussi cassé une lance sur sa cuisse, quelque chose qu'aucun humain normal ne serait capable de faire. Niveau vitesse, réflexe et résistance, je pense pouvoir dire qu'elle est d'un niveau similaire à celui de Yuji. Elle était assez vive pour qu'un fléau de rang S comme Anami reconnaisse ses prouesses, et peut même arrêter une balle de pistolet tirée à main nue. Et pour la résistance, Maki a pu ressortir vivante d'une attaque sort de flamme à bout portant de Jogo. Bien que l'attaque l'ait laissée inconsciente pendant quelque temps et l'ait grièvement blessée, elle y a quand même mieux résisté que les autres exorcistes de classe 1, Kento Nanami et Naobito Zenin qui étaient avec elle. En termes de maîtrise d'armes, Maki est une véritable experte avec un large assortiment d'armes différentes, allant de l'épée au tri-bâton en passant par la lance. Elle est si compétente qu'elle peut enseigner à d'autres personnes. Notamment c'est elle qui a fait de Yuta un épéiste, mais elle a aussi aidé Megumi Fushiguro à apprendre à manier différentes armes.
En combinant sa maîtrise d'armes à ses incroyables prouesses physiques, le tout saupoudré de styles d'arts martiaux comme l'aïkido, Maki devient une redoutable combattante pouvant aisément prendre l'ascendant sur tout type d'adversaire. Maintenant Maki ce n'est pas que de la force, elle est aussi très intelligente. Elle peut lire les mouvements des autres à travers leur personnalité. C'est d'ailleurs Maki qui a élaboré la stratégie initiale de l'équipe de Tokyo pour contrer l'esprit et la force brute d'Aoi Todo durant le tournoi des lycées jumelés. Les capacités dont je vous ai parlé jusqu'à présent sont en grande partie liées à un serment inné encore appelé « restriction maudite du don céleste ». En gros, ce sont des serments qui sont imposés dès la naissance et qui ne résultent pas d'un choix. Ils restreignent lourdement les capacités physiques de ceux qui les reçoivent, mais les bénéfices qu'ils octroient sont cependant conséquents, proportionnellement au tribut qu'ils infligent. Maki par exemple, en échange de l'énergie occulte qu'elle aurait pu avoir, a obtenu une force surhumaine. C'est carrément l'inverse pour Kokishimuta qui lui a obtenu une quantité colossale d'énergie occulte mais avec un corps handicapant. Je vous ai parlé il y a quelques secondes du fait que Maki a pu ressortir vivante d'une attaque de Jogo, et c'est justement là que le bas blesse avec Maki. Elle avait beau être forte, cela n'était pas suffisant, et elle se retrouvait en difficulté à chaque fois qu'elle était face à un fléau de rang S se faisant étrangler par Hanami, impuissante face à Dagon et se faisant exploser par Jogo. C'est après les événements de l'arc Shibuya que Maki subira une évolution fulgurante. Ce qui représente la première étape dans la réalisation de son plein potentiel. Pour les préparatifs de la traque mortelle, le groupe a été séparé en sous-groupes avec chacun une mission particulière. Maki, elle était chargée de se rendre au domaine des Zenin pour y récupérer des armes maudites. Elle fera face à son père qui venait de battre sa sœur et ce sera pareil pour Maki. C'est au moment où les deux sœurs agonisaient sur le sol, attendant de se faire dévorer par des fléaux, que le déclic se produit. Rappelez-vous, je vous ai dit que dans le monde de l'exorcisme, la gémellité est mal vue, mais ce n'est pas que ça. En gros, en occultisme, les jumeaux sont considérés comme une seule et même personne, et donc ça revient à avoir une seule âme dans deux corps. Ce lien est si fort que les deux jumeaux doivent avoir les mêmes objectifs, pour tirer leur plein potentiel. Or d'un côté Maki cherche à devenir plus forte tandis que sa sœur elle préfère rester dans sa zone de confort. L'autre impact de leur gémellité est qu'étant considérées comme une seule personne, elles partagent la même source d'énergie occulte. Ce qui fait que Maki elle se retrouve sans rien et sa sœur garde tout. Donc le déclic dont je parlais plus tôt, il s'agit de la mort de Mai. Cette mort a permis à Maki de se débarrasser complètement de son énergie maudite, et pleinement déclencher son serment inné. Certains d'entre vous ont sans doute remarqué que je me contredis car d'abord je disais que Maki n'avait pas d'énergie occulte, puis là je dis qu'elle s'est complètement débarrassée de son énergie occulte. Eh bien pour être clair, Maki avait effectivement un peu d'énergie occulte, mais la quantité n'était même pas suffisante pour voir des fléaux de là à les combattre. Et le simple fait qu'elle ait quand même de l'énergie occulte, fait que son serment inné ne fonctionne pas pleinement. En gros cela l'handicape doublement. Sa sœur l'a ainsi libérée. En mourant, Mai a laissé deux autres choses à sa sœur. La première est l'ordre de tout détruire, et la deuxième est une arme pour exécuter cet ordre, il s'agit d'une réplique du sabre des âmes. Ce sabre est un objet maudit capable de venir à bout des matières les plus solides, car il transperce directement l'âme de sa cible. Comme sa sœur lui a ordonné, le premier à subir le courroux des sœurs Zenin n'est autre que leur père, que Maki abat froidement après un combat expéditif. Ensuite c'est au tour de l'unité Kukuru de passer sur le tranchant de son sabre, et ils subissent le même sort que Oji. Puis c'est au tour de l'unité Ei, qui eux se seront mieux débrouillés vu qu'il s'agit de l'unité des combattants d'élite du clan mais rien n'y fait, leur tête finissait à ses pieds. Pour tout vous dire, ces combats étaient bien sanglants et jouissifs, c'est justement l'une des choses que j'aime dans Jujutsu Kaisen. Et je pense que ce manga mérite d'être lu par beaucoup plus de personnes. Après avoir anéanti l'unité, le dernier adversaire de Maki est Naoya Zenin, chef de l'unité Ei, et chef autoproclamé du clan après la mort de son père. Naoya, c'est le petit génie du clan ayant hérité de la technique de son père, et il méprise les gens qu'il considère comme plus faibles que lui, et les femmes en général. Malgré les exploits récents de Maki, elle a eu bien du mal face à Naoya. Le principal problème avec Naoya est sa technique de projection encore appelée 24 FPS, qui lui permet de booster sa vitesse et d'immobiliser ses adversaires. Il l'utilise notamment pour geler Maki et l'envoyer valser. Naoya continue d'attaquer Maki qui est incapable de résister aux coups, et décide d'utiliser sa vitesse maximale pour essayer de la vaincre. Cependant, à sa grande surprise, Maki se prépare à riposter en utilisant Shiranui. En gros pour exécuter cette technique elle se met dans une position digne d'un sumotori comme si elle voulait faire un câlin, cela dans le but d'écraser son adversaire. Naoya a compris le danger, effectue une feinte, et se met derrière elle pour se préparer à en finir avec elle.
Cependant, Maki le surprend et lui inflige un coup de poing, le laissant en sang au sol comme on écraserait un cafard. Franchement, c'était kiffant vu que pour certains d'entre nous, Naoya est un personnage détestable. C'est à ce moment précis que Maki a véritablement commencé à entrer dans le cercle des plus puissants. Rendez-vous compte, à elle seule, elle a éliminé un des 3 grands clans, qui plus est le clan qui a toujours rivalisé avec le clan Gojo. Mais ce n'était qu'un début. La traque mortelle lui permettra de pleinement s'accomplir, au cours du match retour contre un Naoya cette fois réincarné en esprit vengeur. Comme quoi ce n'est pas facile de se débarrasser des nuisibles. Cette fois-ci ce n'est pas le combat qui pousse Maki à évoluer mais plutôt quelque chose qui s'est passé en même temps. En plein combat, elle décide de s'isoler et d'effectuer un combat de sumo. Ce combat n'avait nul autre but que de permettre à Maki de se défouler et de lâcher prise, car ce qui lui manquait vraiment pour s'accomplir c'était ça, la vraie liberté. Et une fois de plus elle liquide Naoya. Tout ce dont je vous ai parlé fait de Maki la digne héritière de Toji Zenin et donc l'un des personnages les plus puissants et charismatiques de tout Jujutsu Kaisen. Je serais curieux de voir ce que cela donnerait un combat entre elle et Yuji Itadori, ou encore contre Yuta Okotsu. De mon avis personnel, elle devrait s'en sortir assez bien contre Yuji et avoir un peu de difficulté face à Yuta. Mais face à des monstres comme Gojo, Sukuna, ou Kenjaku, je pense qu'elle n'a, ni n'aura jamais aucune chance. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Oups, zut, il y a une dernière capacité de Maki dont j'ai failli oublier de vous parler. De par sa nature d'être dépourvue d'énergie occulte, Maki a une certaine immunité face aux extensions de territoire. Pour vous expliquer, vu que les territoires ciblent généralement l'énergie occulte, ils sont incapables de détecter Maki. Ceci étant, même si le territoire ne peut pas l'attaquer automatiquement, elle peut quand même se faire avoir si l'utilisateur l'attaque explicitement, ou avec des attaques automatiques qui ne ciblent pas l'énergie occulte, comme la technique dissection de Sukuna, utilisée en extension de territoire. Elle peut aussi traverser les barrières et donc s'échapper d'un territoire sans conséquence, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Eh bien, nous voici à la fin de cette vidéo, promis cette fois c'est la vraie fin. Si vous aimez la vidéo et le contenu de la chaîne, n'hésitez surtout pas à le montrer en bombardant le pouce bleu, en vous abonnant et en partageant car comme on dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine sur l'Hôtel Manga.